Qu'est-ce qui fait d'un adolescent ordinaire un héros ? Il fut un temps où l'on pensait qu'il fallait des qualités ou un entraînement particulier. Mais l'histoire que vous allez entendre vous prouvera qu'il suffit parfois d'un amour sans limite et d'un jugement froid dans les pires moments de la vie. Au cœur de l'Idaho se trouve l'une des régions les plus sauvages des États-Unis, le Frank Church River of No Return Wilderness. Couvrant plus de 2,3 millions d'hectares, cette vaste réserve est le paradis des aventuriers. Ici, parmi les montagnes escarpées et les canyons profonds, la nature a conservé son aspect vierge, épargné par la civilisation moderne. Les Bighorn Crags, un ensemble majestueux de pics granitiques qui s'élancent dans le ciel avec des flèches acérées et des murs imprenables, occupent une place à part dans cette nature sauvage. Ces falaises, qui surplombent des lacs alpins et des gorges étroites, attirent depuis longtemps les grimpeurs. Mais contrairement aux itinéraires populaires, dont chaque mètre a été exploré et décrit dans les guides, des parois vierges attendaient encore leurs pionniers. Le mois d'août 2015 a été typiquement chaud dans ces régions. Le soleil brûlait impitoyablement, forçant le granit à se réchauffer pendant la journée et à se refroidir brusquement la nuit. Par un tel temps, les rochers devenaient particulièrement traîtres. Des pierres apparemment solides pouvaient soudainement s'écailler et s'arracher, emportant avec elles tout ce qui se trouvait sur leur passage. Même les grimpeurs expérimentés savaient qu'il ne fallait pas baisser la garde une seule seconde. À 13 miles du plus proche signe de civilisation, le lac de Sheep Island se trouve au pied de ces majestueuses falaises. Ses eaux calmes reflétaient les tours de granit de Bighorn Crags, donnant une impression trompeuse de sérénité. Mais cette nature sauvage préparait une épreuve sérieuse pour les deux alpinistes qui y avaient établi leur campement. Une épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement leurs compétences et leur expérience, mais aussi leur volonté de vivre. Pour Charlie Finlayson, 13 ans, la montagne est une seconde patrie depuis son enfance. Son père, David, alpiniste accompli et avocat de Salt Lake City, a emmené son fils dès son plus jeune âge dans des voyages allant des sommets enneigés du Canada aux jungles tropicales du Panama. Cette approche de l'éducation n'est pas fortuite. David a délibérément préparé en Charlie un partenaire fiable pour les futures ascensions. Après le divorce de ses parents, Charlie a vécu la plupart du temps avec sa mère et son beau-père. Mais les étés ont toujours été l'occasion d'aventures spéciales avec son père. À l'âge de 13 ans, il avait déjà accumulé une quantité impressionnante d'expérience en escalade sur les falaises locales autour de Salt Lake City. Cependant, au cours de l'été 2015, Charlie en a voulu plus. Des voies plus difficiles et plus techniques l'attiraient. Le 11 août 2015, le père et le fils ont chargé leur sac à dos de 45 kg de matériel et sont partis pour une expédition de 2 semaines au cœur de la région sauvage de Frank Church. Leur sac à dos était rempli de tout ce dont ils avaient besoin. Cordes, mousquetons, matériel de sécurité, tentes, nourriture et eau, tout ce dont ils avaient besoin pour être autosuffisants dans les montagnes. Le plan était ambitieux. Ils ne voulaient pas seulement s'attaquer aux voies existantes, mais aussi à de nouvelles lignes d'escalade sur les parois vierges des Bighorn Crags. 4 jours de voyage difficiles dans la nature les ont conduits au lac Sheep Island. Ils ont parcouru plusieurs kilomètres chaque jour, traversant péniblement des forêts denses et des pentes abruptes avec de lourds sacs à dos sur les épaules. Finalement, épuisés mais encouragés, ils ont installé leur camp de base au bord du lac, juste à l'écart de la principale zone touristique, près des parois majestueuses de Bighorn Crags. De là, ils ont une vue imprenable sur les tours de granit qui semblent attirer magnétiquement les yeux des deux grimpeurs. Contrairement aux zones d'escalade populaires, il n'y avait pas de sentiers battus ni de voies balisées, mais des parois sauvages et intactes de plus de 300 mètres de haut. Chaque matin, ils se réveillent aux premières lueurs du jour et partent à la découverte, grimpant sur d'énormes rochers et des éboulis abrupts. Ils ne cherchaient pas seulement une voie d'escalade, ils cherchaient un chemin à eux, que personne n'avait jamais emprunté auparavant. Leur sortie ensemble n'était pas qu'une simple randonnée. C'était un moment de rapprochement particulier entre le père et le fils, où chaque pas, chaque décision exigeait une confiance totale l'un envers l'autre. Mais ni l'un ni l'autre n'auraient pu prévoir à quel point cette confiance serait mise à l'épreuve les jours suivants. Après plusieurs jours de reconnaissance minutieuse du terrain, une ligne d'ascension particulière a attiré leur attention. 2 majestueux pics de granit dominant le paysage environnant comme d'anciennes sentinelles. Cet itinéraire qu'ils ont baptisé Twin Towers semblait être le défi idéal, suffisamment difficile pour être intéressant, mais pas dangereux au point d'exposer Charlie, 13 ans, à des risques excessifs.
Chaque soir, assis à l'extérieur de leur tente et regardant ces falaises, ils discutent en détail de l'ascension à venir. David s'appuie sur sa grande expérience pour expliquer à son fils les aspects techniques de l'itinéraire. Ils ont prévu de commencer tôt le matin, alors que le soleil chauffait encore les rochers, ce qui les rendait plus dangereux en raison des risques d'éboulement. Le 17 août, alors que les étoiles scintillent encore dans le ciel avant l'aube, leur petit camp au lac Sheep Island a déjà commencé sa routine matinale habituelle. David prépare un petit déjeuner léger, tandis que Charlie dispose méthodiquement le matériel sur la bâche devant la tente. Chaque élément nécessite une attention particulière. Ici, à 13 miles de la civilisation, tout dysfonctionnement peut être fatal. La corde dynamique, leur principal filet de sécurité, est soigneusement enroulée et vérifiée. Les mousquetons sont vérifiés un par un pour s'assurer que le loquet fonctionne correctement. Le moindre blocage peut faire perdre de précieuses secondes sur l'itinéraire. Charlie a vérifié son harnais gris-gris avec une attention particulière. Ce petit mécanisme de verrouillage automatique était leur dernière ligne de défense en cas de chute. Il le démonte et le remonte, vérifiant le fonctionnement de chaque pièce comme son père le lui a appris maintes fois. Les premiers rayons du soleil les surprennent alors qu'ils approchent du début du sentier. Devant eux se dresse un imposant mur de granit de 365 mètres de haut. David et Charlie étaient les seuls grimpeurs de la région. La nature sauvage semblait retenir son souffle en regardant le père et le fils se préparer à leur plus grande aventure ensemble. Aucun d'entre eux n'aurait pu deviner que, dans quelques heures, cette belle journée d'été se transformerait en une épreuve brutale qui changerait leur vie à jamais. Les premiers rayons du soleil commençaient déjà à réchauffer les murs de granit des Twin Towers lorsque David et Charlie se sont approchés du début du sentier. Devant eux se dresse un mur massif de plus de 365 mètres de haut. Un défi impressionnant, même pour des grimpeurs expérimentés. David vérifie une dernière fois les nœuds de son harnais et de celui de son fils, tout en sachant que Charlie est capable de le faire lui-même. Cette habitude paternelle de tout revérifier personnellement a fait naître un léger sourire sur le visage du garçon. La première longueur commence par une large fissure qui se rétrécit progressivement vers le sommet, le terrain idéal pour s'échauffer et se préparer aux sections plus sérieuses. David était en tête, se frayant méthodiquement un chemin vers le haut et installant des points d'assurage tous les quelques mètres. Ses mains trouvaient toujours des crochets sûrs, tandis que ses pieds sondaient chaque point d'appui avant d'y transférer son poids. Charlie surveillait attentivement le mouvement de la corde à travers son gris-gris, qu'il tendait doucement au fur et à mesure que son père avançait. Ce dispositif de sécurité automatique était plus fiable qu'un huis classique. Il bloquait instantanément la corde en place en cas de chute. Leurs gestes s'étaient affinés au cours de nombreuses ascensions communes. Lorsque David demandait plus de cordes, Charlie savait exactement combien en donner, et le son distinctif du prochain point d'assurage lui indiquait que son père avait trouvé un point d'ancrage sûr. Peu à peu, ils prennent de l'altitude. Pas à pas, mètre après mètre, la paroi cède à leur persévérance. Le soleil se lève plus haut et la nature de l'ascension change avec lui. Le terrain devient plus difficile, exigeant plus de concentration et d'habileté technique. Charlie est confiant dans son travail d'assureur, ce qui rend David fier. Son fils est devenu un partenaire fiable. En milieu d'après-midi, ils ont effectué une dizaine de longueurs, grimpant jusqu'à 365 mètres au-dessus du sol. La vue d'ici était spectaculaire, la vaste mer de Frank Church Wilderness s'étendait jusqu'à l'horizon. Le lac Sheep Island, en contrebas, est un petit miroir entouré d'un tapis forestier vert foncé. À cette altitude, chaque rafale de vent rappelle à quel point ils sont loin du sol. David commence à se déplacer horizontalement le long de la paroi jusqu'au prochain point d'assurance. Cette section était relativement facile. Un large rebord de pierre, comme un balcon naturel, permettait de se déplacer sur toute la hauteur. À cette hauteur, même les mouvements les plus simples requièrent une concentration extrême. La moindre erreur peut coûter la vie. Charlie, solidement attaché à son poste par un arbre poussant à même la roche, observe attentivement les mouvements de son père. La corde glissait doucement à travers le dispositif de sécurité, mesurant chaque pas. Le soleil d'été avait déjà bien réchauffé les rochers. En montagne, cette heure de la journée est toujours dangereuse pour les grimpeurs. Les rochers chauffés deviennent moins stables et l'air sec augmente les effets de dilatation dans les micro-fissures. Mais pour l'expérimenter David, ces conditions sont familières. Il avançait méthodiquement vers le point suivant lorsque l'écho des rochers a soudain émis un son qui aurait glacé le sang de n'importe quel grimpeur. À ce moment-là, David avance lentement le long d'une large corniche. Il se trouvait à une quinzaine de mètres de Charlie lorsque, dans le silence de la montagne, il a entendu le son que tout alpiniste redoute le plus,
le craquement assourdissant d'un rocher qui se brise quelque part au-dessus de lui. David lève la tête à temps pour voir un énorme bloc de granit se détacher de la paroi principale juste au-dessus de lui. Un bloc de roche de la taille d'une petite voiture s'est brisé vers le bas. « Roche !» David cria en essayant de s'écarter, mais le bloc heurta la partie du mur sur laquelle il se tenait. Charlie, qui surveillait son père depuis une position sûre près de l'arbre, a regardé avec horreur la chute du rocher qui a fait tomber son père du mur. David n'est pas seulement tombé, l'énorme morceau de roche l'a littéralement balayé de la corniche, le traînant le long du mur. Le dispositif de sécurité automatique de Grigri s'est déclenché instantanément, bloquant la corde. Comprenant que la violente secousse de la chute allait suivre, Charlie a serré le dispositif contre lui, se préparant au pire. Tout s'est passé en quelques secondes. Alors que le nuage de poussière de pierre commence à se dissiper, David reste immobile à 15 mètres sous Charlie. Une longue traînée de sang se détache étrangement sur le granit gris du mur, là où le corps a été traîné sur la pierre. « Papa, papa !» Le cri désespéré de Charlie résonne entre les rochers, mais il n'y a qu'un silence assourdissant en réponse. La peur s'empare de tout son corps, mais les années d'entraînement avec son père n'ont pas été perdues. Même s'il n'avait que 13 ans, Charlie savait que ce n'était pas le moment de paniquer. Chaque seconde compte. Il vérifia rapidement son poste d'assurage, s'assura que la corde était intacte et commença à la lâcher lentement par l'intermédiaire de Grigri pour descendre son sac à dos et sa trousse de secours jusqu'à son père. Plusieurs minutes angoissantes s'écoulèrent avant qu'un faible gémissement ne se fasse entendre en bas. David commença à reprendre conscience et la première chose qu'il vit fut son propre sang sur le rocher. Son bras gauche est complètement brisé, du coude au poignet. La jambe au-dessous du genou semblait presque arrachée, avec des os qui dépassaient. Il respire difficilement, ses côtes sont probablement brisées. Le casque qui lui avait sauvé la vie était fissuré et le côté gauche de son visage était criblé d'éclats de roche. Charlie est soulagé d'entendre la voix de son père, mais il se rend compte que ce n'est que le début de la lutte pour la survie. Il se trouve à plus de 300 mètres au-dessus du sol, à 13 miles de la civilisation la plus proche, et l'état de David se détériore rapidement. Le sang continue de suinter de ses nombreuses blessures, et le jour glisse inexorablement vers le soir. « Charlie !» La voix de David est à peine audible. « Il faut descendre. Je vais te donner un coup de main. Tu dois te débrouiller. » La journée s'achève lentement et David et Charlie sont toujours en haut de la paroi. La descente s'annonce difficile. Plus de 300 mètres de dénivelé et chaque mètre peut être fatal. Les yeux de David s'assombrissent périodiquement à cause de la perte de sang, mais il sait qu'ils doivent agir rapidement avant qu'il ne fasse nuit. « Écoutez attentivement, dit David d'une voix faible mais assurée. Vous savez comment organiser le système de déclenchement. Nous l'avons pratiqué des centaines de fois. Descends-moi d'abord, puis descends toi-même. Trouve des points d'ancrage sûrs pour la corde. » Charlie n'avait jamais organisé de descente en rappel tout seul. C'était généralement son père qui s'en chargeait. Mais là, il n'avait pas le choix. Les mains tremblantes, il commence à préparer le premier poste de rappel. Il vérifie plusieurs fois chaque nœud, chaque mousqueton, il n'a pas le droit à l'erreur. Le plus difficile est de descendre le corps, presque inerte de son père. David essaie de l'aider avec sa main saine en poussant sur le rocher, mais chaque mouvement lui cause une douleur insupportable. Charlie fait lentement passer la corde dans le dispositif de rappel en veillant à ce que son père ne se balance pas et ne heurte pas les corniches. Pas à pas, ils s'approchèrent lentement du sol. À chaque station, Charlie devait réorganiser le système de descente. La sueur coulait dans ses yeux et ses mains tremblèrent d'effort, mais il ne se permettait pas de penser à la fatigue. Vers la 8e descente, le soleil commença à disparaître derrière les montagnes, plongeant la vallée dans un froid crépuscule. Lorsqu'ils atteignent le pied de la paroi, il fait presque nuit. Mais leur épreuve ne fait que commencer. Entre eux et le camp s'étendait 1,5 km de champs rocheux, d'énormes rochers, certains de la taille d'un camion, empilés les uns sur les autres, créant un véritable labyrinthe. « Charlie !» David pouvait à peine parler. « Tu devrais aller au camp. Apporte des sacs de couchage et plus de bandages. J'attendrai ici. » Mais Charlie ne pouvait se résoudre à laisser son père seul dans cet état. Le bras cassé de David nécessitait des soins. Les arêtes vives des os brisés risquaient d'endommager les artères. Avec le plus grand soin, Charlie applique un bandage serré du coude au poignet, essayant d'apporter un peu de stabilité aux membres blessés. Après une brève discussion, ils décidèrent de passer la nuit ici même, au pied du mur.
Dans l'obscurité totale, parmi les pierres froides, Charlie installe son père dans une position aussi confortable que possible. Malgré leurs efforts, David saignait encore, frissonnait, les premiers signes d'une hypothermie imminente. Sans sac de couchage, avec les seuls vêtements qu'ils portaient, le père et le fils se préparèrent à passer la nuit la plus longue de leur vie. L'obscurité enveloppe les montagnes et les étoiles s'allument au-dessus de leur tête. Quelque part au loin, un loup hurlait, leur rappelant à quel point ils étaient seuls dans cette région sauvage. Charlie resta éveillé, vérifiant constamment le pouls de son père et essayant de le réchauffer avec son corps. Chaque heure lui paraissait une éternité, et l'aube était encore si loin. Les premiers rayons du soleil du 18 août illuminent une scène étrange au pied des tours jumelles. David, épuisé par la douleur et la perte de sang, sait qu'il ne pourra pas parcourir le 1,5 kilomètre de champ de pierre qui le sépare du camp. Chaque mouvement est insupportablement douloureux et ses membres brisés refusent de le soutenir. « Charlie, » dit David en rassemblant ses dernières forces pour parler clairement, « tu dois aller chercher de l'aide. Je n'ai aucune chance d'arriver au camp par mes propres moyens. » Cette fois, il n'y avait plus de raison de discuter. Les deux comprenaient que c'était le seul moyen de s'échapper. Charlie vérifie à nouveau les bandages de son père avant de partir, s'assurant que le garrot est bien fixé. Son sac à dos contenait tout ce dont il avait besoin pour le long voyage. Une carte avec l'emplacement de son père, de la nourriture, de l'eau et un filtre pour la nettoyer. Les adieux ont été difficiles. Tous deux ont réalisé que c'était peut-être la dernière fois qu'ils se voyaient. À 8h15, Charlie a commencé son voyage. En marchant sur le chemin familier, il prit pour rencontrer quelqu'un. Ils n'étaient pas censés rentrer chez eux avant une semaine. Personne ne savait qu'ils étaient en difficulté. Après plusieurs kilomètres d'une montée épuisante hors de la vallée du lac de Sheep Island, il entendit ce qui semblait être un miracle, des voix humaines. En suivant le son des voix, Charlie a couru jusqu'à une petite clairière où il a vu 2 randonneurs, un père et son fils, Craig, qui étaient en train de préparer leur campement. Haletant d'excitation, il leur tendit une page froissée de son guide avec un mot qu'il avait écrit la veille sous la dictée de David. « Voici mon fils Charlie. J'ai été blessé lors d'une chute. Nous sommes sur la rive sud-ouest du lac Sheep Island. Aidez-le s'il vous plaît. » Les Craig quittent momentanément leurs affaires. Pendant que son fils sort la carte, son père interroge Charlie sur l'état de santé de David et sur l'endroit exact où il se trouve. Les mains tremblantes, Charlie déplie la carte et montre l'endroit exact où son père était resté. Les Craig se regardent et prennent une décision rapide. Ils iront voir David pour lui administrer les premiers soins et ne le laisseront pas seul. « Écoutez, » dit le plus âgé des Craig en posant sa main sur l'épaule de Charlie. « Il y a un camp de scouts à environ 3 kilomètres d'ici, au bord du prochain lac. Il devrait y avoir un chef d'équipe là-bas, avec une radio. Nous allons nous occuper de ton père, et toi, tu iras là-bas et tu essaieras d'organiser une opération de sauvetage. » Le plan semblait parfait. Charlie remit aux Craig une partie de son matériel médical et leur expliqua en détail comment trouver son père dans l'amas de rochers. C'est un grand soulagement de savoir que David ne sera plus seul. Avec une force et un espoir renouvelés, Charlie se précipite vers le camp des scouts. Mais quand, après une demi-heure de voyage rapide, il atteignit l'endroit qu'il avait indiqué, il fut cruellement déçu de le trouver vide. Les tentes étaient déjà pliées, le feu de camp piétiné, les éclaireurs probablement partis depuis quelques heures. Le désespoir commença à déferler par vagues. Charlie se tient au bord du lac, conscient que chaque minute perdue réduit les chances de survie de son père. Puis, obéissant à une voix intérieure, il sortit son sifflet de sauvetage. 3 coups de sifflet stridents brisent le silence de la montagne. Le son du sifflet se répercute sur les montagnes environnantes. Charlie l'utilisa pendant près de 5 minutes, bien qu'il n'y ait pas une seule âme en vue. Cela semblait inutile, mais quelque chose le poussait à continuer. Soudain, un homme sortit de la forêt en courant, un randonneur qui campait avec sa famille au bord d'un lac caché. Après avoir entendu l'histoire de Charlie, l'homme, qui s'est avéré être un marathonien expérimenté, a pris une décision immédiate. Il courra jusqu'au poste de garde forestier, à 8 miles sur le sentier de montagne, pour organiser une opération de sauvetage. Son entraînement athlétique lui permet de réduire le temps de trajet au minimum. Charlie devait le suivre, mais déjà à son propre rythme. Lorsque Charlie atteint le poste de garde forestier, à peine debout après un voyage éprouvant, il est déjà bien plus de midi. Le marathonien était arrivé des heures avant lui et les Rangers avaient immédiatement mis en place le protocole de sauvetage. La station est en pleine effervescence. Les Rangers ont installé un poste de commandement sur le terrain, dressé des cartes de la zone et coordonné les équipes de secours par radio. Les Rangers expérimentés savaient déjà que la situation était critique.
un homme souffrant de multiples blessures, dont des fractures ouvertes, se trouvait au fin fond de la nature, sans route, et l'évacuation à pied risquait de prendre trop de temps. La direction de l'opération a pris la seule décision qui s'imposait, faire appel à l'aviation. Un hélicoptère de sauvetage a été envoyé au lac Ship Island dès que les coordonnées ont été reçues. Parallèlement, une équipe de secours au sol a été activée au cas où les conditions météorologiques empêcheraient l'hélicoptère d'atterrir dans les montagnes. En attendant des nouvelles, les gardes forestiers ont pris soin de Charlie, qui était épuisé. Ils lui ont donné un sandwich au fromage chaud, lui ont permis de se reposer et l'ont tenu informé. L'un des gardes forestiers a contacté le beau-père de Charlie, qui était déjà en route pour venir le chercher. Pendant ce temps, au pied des tours jumelles, des événements cruciaux se déroulaient. Les Craig ne se sont pas contentés de rester avec David. Ils ont aidé à préparer le site pour un éventuel atterrissage d'hélicoptère en dégageant un petit espace entre les rochers. Malgré son état critique et sa perte de sang constante, David est resté conscient, en grande partie grâce au soutien constant et aux conversations avec ses sauveteurs inattendus. Lorsque le grondement croissant des hélices se fait enfin entendre dans le ciel, tout le monde lève la tête. L'hélicoptère de sauvetage a effectué plusieurs cercles au-dessus de la Seine, évaluant la possibilité d'atterrir sur le terrain montagneux difficile. Le professionnalisme du pilote a permis d'effectuer cette manœuvre difficile. L'appareil s'est posé avec précaution sur une minuscule parcelle de chaos rocheux. Un groupe de sauveteurs munis de brancards et de matériel médical a sauté de l'hélicoptère. Ils examinent rapidement les blessures de David, stabilisent son état avec des garrots et des bandages supplémentaires et lui administrent des analgésiques. Chaque mouvement pendant le transport pouvant aggraver ses blessures, ils ont dû agir avec une extrême prudence. La gravité des blessures de David a nécessité un traitement échelonné. Il a d'abord été transporté à l'hôpital Salmon, où il a été stabilisé d'urgence et où l'hémorragie a été stoppée. Cependant, les médecins locaux se sont rapidement rendus compte que les blessures étaient si graves qu'elles nécessitaient des soins spécialisés. Le patient a été transporté à Boise, où l'on a procédé à un traitement chirurgical primaire des plaies et à une fixation temporaire des fractures. Mais c'est au centre médical IMC de Salt Lake City que le véritable combat pour la guérison a commencé. C'est là que David a été intégré à un programme innovant de reconstruction des lésions complexes des membres. Le principal problème concernait sa jambe gauche. Un impact de rocher avait pratiquement détruit les tissus mous de son tibia, laissant une fracture ouverte avec une perte importante de la masse musculaire. Les médecins de l'IMC ont proposé une approche révolutionnaire. Au lieu de la transplantation traditionnelle des propres tissus du patient, ils ont utilisé des tissus bovins spécialement traités, associés à des cellules souches. Cette construction issue de la bio-ingénierie a servi de cadre à la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et de fibres musculaires. Une armature métallique externe, connue sous le nom d'appareil d'Ilizarov, a fixé les os dans la bonne position pendant que la régénération des tissus se produisait. Ce dispositif, semblable à un échafaudage externe, se compose d'anneaux métalliques reliés par des tiges qui traversent l'os. Cette conception a permis aux médecins de contrôler avec précision la position des fragments osseux et d'ajuster progressivement leur position au fur et à mesure de la guérison. Dans le même temps, des travaux étaient en cours pour reconstruire le bras gauche qui avait été brisé du coude à la main. Des plaques et des vis en titane ont été utilisées pour réparer les multiples fractures et reconstruire les ligaments et les tendons endommagés. En l'espace de 6 mois, David a subi environ 10 à 12 opérations. Chacune d'entre elles visait à résoudre un problème particulier. Restauration du tissu osseux, reconstruction musculaire, rétablissement de l'irrigation sanguine. Entre les opérations, des cours intensifs de physiothérapie ont été organisés pour prévenir l'atrophie musculaire et maintenir la mobilité des articulations. L'histoire du sauvetage de David Finlayson par son fils de 13 ans a rapidement fait la une des journaux nationaux. Les journalistes ont essayé d'interviewer Charlie, le qualifiant de héros, mais il a répondu modestement que n'importe qui aurait fait la même chose à sa place. Ses parents, eux, étaient d'un autre avis. Ils savaient que tous les adolescents ne pouvaient pas agir avec autant de concentration et de détermination dans une situation critique. Cette expérience a marqué un tournant dans la relation père-fils. Avant l'accident, Charlie avait souvent eu l'impression d'être partagé entre deux vies, la vie ordinaire avec sa mère et son beau-père, et la vie aventureuse avec son père. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Au cours de ces heures terrifiantes dans les tours jumelles, ils se sont vus sous un jour nouveau, non seulement comme un père et un fils, mais aussi comme deux personnes prêtes à se battre pour la vie de l'autre jusqu'à la fin.
Contrairement aux attentes des autres, cette expérience n'a pas découragé Charlie de faire de la montagne. Au contraire, il s'est senti plus confiant. Il savait désormais avec certitude que, dans une situation critique, il pouvait penser clairement et agir de manière décisive. De plus, les événements de ce jour-là lui avaient montré que son père et lui pouvaient se faire confiance dans n'importe quelle situation. Pour David, l'accident a été l'élément déclencheur d'un changement radical. Abandonnant sa carrière d'avocat, il a choisi la vie dont il avait toujours rêvé, libre, remplie de voyages et de nouvelles expériences. Après avoir vendu son chalet dans les montagnes, il a commencé à voyager à travers le pays sans être attaché à un endroit. La guitare et la méditation sont devenues ses nouvelles compagnes, tandis que l'escalade est restée une partie intégrante de sa vie. Aujourd'hui, des années plus tard, Charlie est étudiant à l'université Brigham Young, mais son père et lui trouvent toujours le temps de grimper ensemble. Ce qui les lie, c'est plus que l'amour de la montagne. Une expérience commune qui leur a appris à apprécier chaque instant de la vie et à se faire confiance de manière inconditionnelle. Leur histoire témoigne du fait que les liens les plus forts entre les gens peuvent naître dans les pires épreuves. Dans les montagnes de l'Idaho, quelque part sur les pentes des Twin Towers, on peut encore trouver des traces de leur combat épique pour la vie. Mais le véritable monument de ces événements n'est pas le rocher, mais le lien indéfectible entre un père et son fils, forgé dans le creuset de l'adversité et qui ne cesse de se renforcer. L'histoire de Charlie et David Finlayson donne à réfléchir. Qu'est-ce qui rend un enfant de 13 ans capable d'agir avec sang-froid et détermination dans une situation où même les adultes pourraient paniquer ? Peut-être est-ce dû à l'éducation particulière que David a donnée à son fils, des années durant lesquelles il l'a préparé à la vie en montagne. Ou peut-être est-ce le lien invisible entre le père et le fils qui ne se manifeste qu'au moment du danger mortel. Cette histoire soulève également une question importante sur le risque en alpinisme. Cela vaut-il la peine de s'exposer et d'exposer ses proches à un tel danger ? Mais ce sont peut-être ces moments à la limite des possibilités humaines qui nous permettent de nous connaître vraiment et de connaître ceux qui nous entourent. Que feriez-vous si vous étiez Charlie ? Seriez-vous capable de rester calme et d'agir méthodiquement lorsque la vie d'un être cher est en jeu ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes très intéressés par ce que vous pensez. Si vous avez apprécié cette histoire sur la force de l'esprit humain et le lien indéfectible entre un père et son fils, soutenez notre chaîne en l'aimant et en vous abonnant. De nombreuses autres histoires passionnantes de survie dans les situations les plus extrêmes vous attendent. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, la véritable force d'une personne ne se mesure pas à sa capacité à éviter les épreuves, mais à sa capacité à les traverser en restant humain. Rendez-vous dans les prochains numéros.